C'est pas avoir 100 millions dans mon compte. Et d'ailleurs, quand tu as un contraste entre ta capacité à créer de la valeur et l'argent que tu as, qu'est-ce qui se passe en général? Tu perds cet argent vite. Les gens qui gagnent la loterie. Oui. Tu vois. Ou peut-être si tu as volé de l'argent et tout ça, en général, tu ne gardes pas cet argent. En fait, c'est ça. Tu vois. Tu peux pas garder parce que tu n'as pas appris à créer de la valeur. En fait, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, je pense que les gens comprennent souvent mal le mot tu es millionnaire, tu es milliardaire. C'est pas tu as millionnaire. Tu es. C'est important. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une identité, en fait. Exactement. Et beaucoup de gens voient ça une somme d'argent. C'est pas ça. Alors qu'en fait, c'est plutôt. C'est ta pour capacité moi, tu es millionnaire, à c'est tu as la capacité à créer un million. Voilà, exactement. Donc, dès que tu sais que tu peux créer ce million, à ce moment-là, tu es millionnaire. Tu es millionnaire. Tu vois, parce que même si tu as 0 dans ton compte bancaire, tu vas le faire venir. Par contre, si tu n'es pas millionnaire, on peut te donner 1 million. Oui. Et c'est ce que tu dis, tu vas le perdre. 1 million, tu enlèves 1 franc dessus, c'est plus 1 million. Bien sûr. Tu vois. Et si tu n'es pas intelligent pour faire travailler cet argent, ben c'est fini. Oui. Tu vois. Et c'est ça. Donc, être riche, c'est ça, c'est cette capacité à créer de la valeur. Et comme tu dis, moi, en tout cas, je me sens riche parce que vraiment, je sais que je peux créer cette valeur-là. J'ai les compétences et je continue d'investir en moi. Et j'ai le réseau, je continue de développer mon réseau. D'accord. Donc, du coup, en 3 ans maintenant, 3 ans, ta vie a radicalement changé quand même. Quand tu étais salarié, est-ce que tu penses que tu étais déjà riche? Ou alors tu penses que devenir start-upper t'a fait basculer dans un tout autre monde? Alors, c'est sûr que quand j'étais salarié, j'avais pas le patrimoine que j'ai maintenant. Tu vois, j'avais mon salaire et tout, tu vois. Et surtout, j'avais pas les compétences que j'ai maintenant. J'avais pas la façon de voir les choses. Devenir entrepreneur, justement, a un peu changé mon esprit, justement pour plus voir cet aspect de la création de valeur. Parce que tu es tout le temps en train d'essayer de trouver ce pourquoi ton client va te donner son temps et son argent. Donc, ça change ta façon de voir les choses. Je suis tout le temps en train de réfléchir à, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour le client, comment est-ce qu'il va bien se sentir, tu vois, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme produit qui va lui donner de la valeur. Et donc, ça a changé vraiment ma façon de voir les choses. Avant, j'étais salarié, bon, je recevais mon salaire, tu vois. Je voyais pas ça forcément comme ça. Mais après, j'ai été entrepreneur 2 fois avant d'être salarié. Donc, j'avais cette vision-là. Mais le salariat, je pense, te met quand même dans un certain confort. Surtout dans des grandes boîtes, des très grandes boîtes. Ça te met dans un certain confort, une certaine routine qui peuvent te faire éviter de prendre certains risques, tu vois. Et tu vas juste te mettre dans une routine, dire, OK, je reçois mon salaire, j'économise. Je ne vais même pas chercher à investir, tu vois. Je suis assez confortable. Je ne vais juste pas prendre trop de risques, tu vois. Or, qui dit risque dit retour sur investissement. Voilà, tu vois. On dit souvent que le confort est l'ennemi du succès. Ouais, c'est pour ça que j'insiste sur, en tant qu'entrepreneur, en tout cas au début, éviter le confort au maximum. Oui, parce que moi, ce que je constate, c'est que, en fait, les gens qui ont une bonne carrière professionnelle dans le cadre salarial sont les gens qui entreprennent le moins. Oui. C'est-à-dire que, c'est vrai, quand tu commences à toucher un certain salaire, oui, tu commences à te dire, ouais, mais je vais laisser ça oui, pour aller recommencer quelque chose. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, j'ai fait plusieurs interviews ici à des grands directeurs généraux de grosses boîtes en Côte d'Ivoire, ailleurs. Et tu vois, des gars qui touchent 15 000 euros, 20 000 euros le mois. Ouais. Et ce sont les gars qui ont le plus de mal. Et pourtant, ils sont très compétents. Oui. Je veux dire, ils performent à des niveaux exceptionnels. Ils gèrent des boîtes de multinationales. Tu sens que tu te demandes, mais quand est-ce que tu vas le faire pour toi-même? Ouais. Et il y a toujours le même truc qui revient, c'est, ouais, mais je me pose moi-même la question, parce que je pense qu'ils sont pas bêtes. Ils sont conscients qu'ils bossent pour quelqu'un et que s'ils bossaient pour eux, ils gagneraient certainement plus. Mais ils ne se lancent pas. Ouais. Ils se lancent très rarement parce qu'ils voient tout ce qu'ils génèrent tous les mois. Tu vois, et c'est risqué. Et l'échec, ça fait mal. Faut pas qu'on se mente. Ça fait mal, l'échec. Tu vois, quand tu tombes, ça te fait mal. Et le temps que ça va te prendre pour rebondir, c'est douloureux. Et ouais, c'est ça. Et l'entrepreneuriat, ça te demande de te mettre dans un certain esprit où tu te rends compte en fait que tu peux tout perdre du jour au lendemain. Et ouais, t'as pas envie de ça. Même si c'est toi, tu vas pas avoir envie de ça après une carrière riche où tu gagnes, comme tu dis, 10 000 euros par mois. Tu vas pas retenir dans ça, quoi. Est-ce que tu viens d'une famille modeste ou d'une famille plutôt aisée? Alors, j'ai eu une enfance quand même aisée. Tu vois, j'ai eu mon premier ordinateur à 8 ans. Ah ouais, t'es un fils de bobo en fait. Non, j'ai pas dit ça. Mais mes parents ont fait, vraiment en tout cas, ils ont fait l'effort pour me mettre à l'aise, tu vois. J'avais un chauffeur. Tu étais enfant unique? Non, j'ai un frère.
Tu avais un chauffeur? J'avais un chauffeur, tu vois. Ah ouais, normal. Tu vois, mais non. Tu viens d'une famille. Après, non. T'as le droit de dire que tu viens d'une bonne famille. Attends. Pourquoi tu commences à dire non? Non. Ce que je t'ai expliqué en fait, c'est bonne que famille? je veux pas te donner l'impression que je viens d'une famille riche. Parce que mes parents travaillaient, justement, mais ils travaillaient énormément pour me donner des choses, notamment l'éducation. Quand je te dis que je viens d'un Natal à 8 ans, et c'est quoi? J'ai 38 ans, 37 ans aujourd'hui. Ça fait 30 ans que je code, en fait. Et 8 ans, c'était quoi? C'était en 1994. Combien de parents, à l'époque, pouvaient penser à donner un ordinateur à leur enfant? Tu vois ce que je veux dire? Je ne savais pas dire que mes parents étaient riches, c'est juste que ils se sont dit, OK, on va faire cet effort-là pour l'enfant parce que ça peut être quelque chose qui va l'intéresser. Et ils ont fait cet effort, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient riches. Quand j'ai eu la chance d'aller... Mais avoir un chauffeur, l'ordinateur, je comprends, mais le chauffeur, c'est un signe extérieur de richesse quand même. Non, le calcul était simple. J'ai vécu avec ma mère. Ma mère s'est dit, OK, je travaille beaucoup, je finis tard, je finis très tard, d'accord? Je ne peux pas aller chercher les enfants parce que, tu vois, je finis tard. Mais je vais dédier une partie de mon budget à un chauffeur. Ça ne veut pas dire que j'avais une voiture. La voiture qu'elle nous a donnée, c'était une voiture rikiki, comme ça, une petite voiture. Et elle a trouvé un chauffeur. Mais c'est un sacrifice. C'est-à-dire qu'elle a incorporé ça dans son budget. Mais pourquoi ça te gêne de reconnaître que ces éléments dont tu parles ne sont pas à la portée de l'Ivoirien lambda? Absolument. Donc, tu n'étais pas dans la classe moyenne. Je n'ai pas dit que j'étais dans la classe plus. Non, tu comprends ce que je dis. Je n'ai pas dit que j'étais dans la classe moyenne. OK. Mais je dis, ce que j'essaie de te faire expliquer, c'est que je n'étais pas extrêmement riche. Tu vois. Ah, peut-être pas extrêmement. Oui, peut-être pas. Oui. Il y a toujours plus riche que toi. Et surtout, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que ces signes de confort qu'on avait demandaient un sacrifice énorme de mes parents. Oui. Tu vois, donc c'était des gens qui travaillaient énormément. Mais il y a des gens qui, même s'ils font tous les sacrifices, ils peuvent pas offrir ça à leurs enfants. Toi, tu vois. Moi j'ai eu la chance de pouvoir étudier aux États-Unis. En plus. Tu vois. Mais attends, je vais finir de raconter l'histoire. Vas-y. Parce que, en fait... Attention, il ne faut pas que tu me méprennes. Je ne pense pas que tout ça... Attention, je ne dis pas qu'être fils de riche est un boulevard vers la réussite. Ça n'a rien à voir. Oui. C'est pas ce que je veux dire, en tout cas. Mais bon, termine ton point. Mais c'est pas ce que je pense. Non, je suis tout à fait conscient que j'ai eu beaucoup de privilèges. Privilégié, ok. Très privilégié, tu vois. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a quand même eu un sacrifice énorme de mes parents pour le faire, tu vois. Et pour revenir sur mon histoire, quand j'étais aux États-Unis, après, tu sais, l'école coûte extrêmement cher là-bas. Très. Voilà, tu vois. C'est pas la France. Et après 2 ans, voilà, j'avais plus d'argent pour payer mon école. Ma mère n'avait plus d'argent, on avait brûlé toutes ses économies, tu vois. Et ça a été des moments difficiles pour moi, tu vois. Si je t'ai dit que j'ai eu des moments où je n'avais pas de domicile, tu vas croire. Oh, ça c'est oui, bien sûr. Voilà, tu vois. Et n'eût été la présence d'amis qui m'ont aidé, je n'allais pas m'en sortir, quoi, tu vois. Donc des Américains, des Ivoiriens que tu as rencontrés là-bas? Alors, je pense particulièrement à une sœur, Soninka, qui vient du Cameroun, qui m'a pratiquement hébergé. Tu vois, j'avais pas de domicile, j'avais plus rien. Et qui m'a hébergé. Et j'ai une autre amie aussi qui m'a même prêté de l'argent. Bon, pas prêté, donné de l'argent carrément pour payer mon école. Ah oui. Tu vois, parce que j'avais plus. Et je travaillais, je faisais genre 2 ou 3 boulots, quoi. Ça ne suffisait pas. Hein? Ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas parce que c'était, tu vois, et c'est tout ça même qui m'a, quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est là-bas que je me suis rendu compte que il y avait d'autres pays africains. Curieusement, j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais pas forcément cette notion d'Africain. Oui. C'est quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu d'autres. Oui. Tu vois, ça m'a choqué. Et en plus, pire, j'ai vu en fait qu'on avait tous les mêmes conditions. Oui. Des gouvernements qui ne marchaient pas, tu vois, on n'avait pas de bourse, tu vois. Après, bon. Si tu es enfant de ministre ou président, bon, tu sens pas ça. Mais tu es enfant de gens, oui. Tu vois, tu sens. Et quand tu regardes en face, tu as quoi? Tu as Indiens, Japonais, Émiratis. Ils ont tout. Ils ont des bourses, ils ont un logement, tu vois, ils ont tout. Et toi, Africain, tu grouilles. Tu vois un peu. Et donc, c'est ça qui a réveillé un peu mon amour pour l'Afrique quand j'étais aux États-Unis. Et je me suis dit non, après le diplôme, il faut que je rentre, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je devienne entrepreneur, il faut que je crée de la valeur, il faut que je trouve des solutions aux problèmes. Bon, j'étais un peu naïf à l'époque. Et après mon diplôme, je suis rentré directement. C'était en 2011 et on venait de sortir de la crise en Côte d'Ivoire, donc l'environnement était quand même un peu bizarre. Donc je suis allé tout de suite au Nigeria avec un ami, on a monté une boîte, tu vois, de start-up. J'ai échoué, je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai monté une deuxième boîte de start-up, j'ai échoué encore. Et c'est après ça que je me suis dit, OK, peut-être que je suis pas fait pour l'entrepreneuriat. Et c'est là que je suis rentré chez l'opérateur télécom en question.
Et puis, j'ai fait 5 ans là-bas. Mais c'est pour te dire, en fait, que c'est vrai, j'ai été privilégié. Mais je suis aussi passé par des moments extrêmement durs. Mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Très peu de gens arrivent à avoir accès à ce à quoi j'ai eu accès. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Ouais. Ta maman, elle est fière de ta réussite? Oui, j'espère. Elle est fière, je pense. Et c'est toujours bon et même mon père aussi, c'est toujours bon de voir cette lueur, tu vois, dans leurs yeux, de se dire, OK, on n'a pas travaillé gratuitement, tu vois.